Cher infographiste, bienvenue. Regardez-moi ça, du sable fin, des montagnes, des nuages, du givre. Bref, toutes ces images ont été réalisées avec Materializer 1.5, la dernière version de mon add-on dédiée au texturage. C'est de la bonne grosse mise à jour avec deux ajouts majeurs. Le premier, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, le chapitre environnement. Le second, qui est le sujet principal de cette vidéo, est de pouvoir mixer des heightmaps pour le displacement. Si vous n'avez rien compris à cette dernière phrase, soyez attentifs, je vous explique tout. Digital, share our knowledge, grow together. Soyons rapides et efficaces sur la théorie. Une heightmap, c'est une image en noir et blanc qui représente une échelle d'altitude. Le noir représente une altitude de 0, autrement dit le point le plus bas, et le blanc représente l'altitude maximum. On comprend très vite ce qui se passe avec cet exemple d'une montagne. Le noir représente bien le point le plus bas, tandis que le blanc représente le point le plus haut. La question que vous devez vous poser est comment cette image est utilisée pour déformer la surface? En voilà une bonne question. Eh bien ça, c'est ce que l'on appelle le displacement. Mais qu'est-ce que le displacement, me direz-vous? Eh bien, il y a deux manières de mettre ça en place. La première est d'utiliser un modifieur displace. Celui-ci prend en entrée votre image et l'utilise pour déformer la surface. Mais c'est la seconde méthode qui m'intéresse, celle qui utilise le shader editor. Connectez votre heightmap à une node displacement et connectez cette node à la sortie displacement du matériau. Rien ne se passe et c'est normal, il faut paramétrer le matériau pour qu'il prenne en compte le displacement. Et voilà, notre montagne apparaît. Si vous êtes en train d'essayer de votre côté, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas. Et pour cause, il vous manque un dernier ingrédient, la notion de subdivision. Cela peut paraître idiot, mais pour déformer de la géométrie, encore faut-il qu'elle existe. Il faut alors subdiviser votre objet. Le niveau de subdivision va dépendre du niveau de détail que vous souhaitez. Vous pouvez voir que plus vous augmentez la subdivision de votre modèle, plus vous récupérez de détails. La méthode que je suis en train d'utiliser est particulièrement gourmande en ressources. Si vous souhaitez utiliser tous les pixels de votre image, il va vous falloir un objet qui ait autant de faces que de pixels. Alors, un petit calcul rapide nous montre que pour une image en 4K, il faudrait entre 16 et 17 millions de faces. C'est du délire, je vous rassure, personne ne fait ça, mais bon, pour un niveau de détail correct, on va rapidement avoir besoin d'environ 4 millions de faces. La solution pour optimiser la consommation de mémoire, utilisez l'adaptative subdivision. Paramétrez votre moteur de rendu sur Cycles en mode expérimental. Une section subdivision devient alors visible dans laquelle vous allez pouvoir paramétrer le niveau de subdivision. Que veut dire ces paramètres? Le nombre de pixels représente la taille d'une face à l'écran. Autrement dit, un pixel signifie que Blender va subdiviser votre objet jusqu'à ce qu'une face représente un pixel de votre image. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller à des paramètres aussi extrêmes et cela dépendra aussi de la puissance de votre machine. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce qu'un niveau de subdivision aussi fou peut être une solution plus optimisée qu'une subdivision classique? Eh bien, si nous revenons voir notre modifieur subdivision, vous remarquerez qu'une nouvelle case a fait son apparition. Et en cochant cette case, Adaptative Subdivision, seules les parties visibles de la caméra seront subdivisées. Et c'est là que se trouve l'optimisation. Seules les parties visibles seront subdivisées. Et en plus, le niveau de subdivision va dépendre de la surface occupée à l'écran. Autrement dit, les parties proches de la caméra seront beaucoup plus subdivisées, alors que les parties plus lointaines le seront moins.
et les parties invisibles ne le seront pas. Comme au moins la moitié de notre objet n'est jamais visible, eh ben, ça fait une belle économie de mémoire. Maintenant que vous avez les bases, passons à la pratique. Et voici l'objectif. Je vous invite à télécharger le fichier de départ afin de me suivre plus facilement. Le lien est en description. À l'ouverture, vous y trouverez un plan et un matériau vide. Passez le viewport en mode rendu. Sélectionnez la node principale, appuyez sur la touche F, puis sur le bouton To Layers. Appuyez sur la touche N pour faire apparaître le panneau latéral et importer la node Sable qui se trouve dans la section Environnement. Connectez la couleur et la normale au premier layer, puis paramétrez la roughness à 0,8 et poussez le slider Color Selection au maximum. Toujours dans le panneau latéral, ajoutons une node Send Waves dont on utilisera la sortie 8 avec l'entrée 8 du layer. Diminuez la hauteur à 0,005 et l'entrée mid-level à 0. Enfin, connectez la sortie Displacement. Pour des questions de cohérence entre la taille des vagues et des grains de sable, on passe la valeur Global Scale à 16. Vous l'aurez compris, c'est avec le deuxième layer que nous allons créer les flaques d'eau. Mettez tout de suite le mid-level à 0. En ayant mis les deux mid-levels à la même valeur, vous vous assurez que les deux layers soient à la même hauteur de départ. Ajoutez une node flaque d'eau et utilisez la sortie Mask avec la node Mix Layers. Je modifie uniquement le scale qui passe à 2. Pour faire une flaque d'eau, la recette est simple. Reprenez la même couleur que le matériau qui est sous la flaque d'eau. Paramétrez la roughness sur une faible valeur comme 0,05 pour retrouver l'aspect brillant de l'eau. Encore une fois, il suffit d'observer le monde réel pour deviner la suite. Il faut assombrir les zones humides. Il suffit pour ça de réduire le paramètre value en dessous de 0,5. Dans mon exemple, une valeur de 0,33 me semble correcte. La valeur n'est pas très importante, c'est surtout la technique qu'il faut retenir. Vous avez maintenant les bases. Merci à Sébastien pour la réalisation du screencast. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.